Bien. Euh, eh bien, comme je le disais tout à l'heure, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire relatif à la présentation du dispositif Amureba. Je me présente, je m'appelle Jérôme Ruté, je travaille en tant que conseiller énergie au sein de l'Union Wallonne des entreprises, ou devrais-je dire Act for Wallonia, pour celles et ceux qui ont suivi l'actualité récente. Il s'agit d'un webinaire aujourd'hui qui est co-organisé par le facilitateur énergie durable pour les entreprises et les indépendants, l'Union Wallonne des entreprises, et forcément également le service public de Wallonie, en son service territoire, logement, patrimoine et énergie, plus spécifiquement. Au niveau donc des personnes qui m'accompagnent, nous avons Jean-Benoît Verbeek et Magali Houillet pour le facilitateur énergie durable, ainsi que Grégory Tac et Valérie Pévenage pour le SPV TLPE. Euh, Plus spécifiquement, comme vous avez pu le lire dans les différentes newsletters, le webinaire s'adresse aux auditeurs ainsi qu'aux futurs représentants des futures communautés carbone. On vous propose aujourd'hui de parcourir toute une série de points. Il y a une présentation d'environ une demi-heure. À ce moment-là, je laisserai la parole à Grégory Tac afin de vous présenter les éléments du jour. La présentation abordera plusieurs points. Quels auditeurs pour réaliser quels audits, comment s'inscrire sur la plateforme Chèque Énergie. Tiens, en tant qu'organisme représentatif d'une communauté carbone, comment est-ce que je peux justement demander les chèques énergie pour l'encadrement et le suivi de ces conventions? Des questions aussi relatives à la labellisation et liées aux agréments. Euh, Moi, je pense que vous toutes et tous autour de la table, vous êtes bien au courant que l'actualité est assez touffue dans l'environnement du dispositif Amureba. On peut citer par exemple l'adoption future, dans un futur proche, des conventions carbone, les formations certifiantes qui sont en cours par rapport à la méthodologie d'audit. Et la raison pour laquelle je cite tous ces éléments-là, c'est parce que on voudrait ici pouvoir capter l'entièreté des questions que vous pourriez vous poser sur ces trois aspects. C'est pour ça que si vous cliquez dans l'onglet Q&R, vous allez voir trois templates de questions. La raison pour laquelle on a repris ces trois templates de questions, c'est pour nous permettre ici de faire le tri parmi les questions. Donc, normalement, chacun devrait être en mesure de démarrer une discussion dans cet onglet. Avant d'écrire votre question, vous serez gré de remettre le sujet qui est visé par votre question. Est-ce que c'est plutôt le dispositif Amureba dans son ensemble? Est-ce que c'est la méthodologie Amureba, plus spécifiquement? Ou est-ce que c'est peut-être éventuellement lié aux conventions carbone? Si une question que vous posez est déjà reprise dans la conversation, ici, dans l'onglet Q&R, n'hésitez pas éventuellement à mettre un petit pouce vers le haut, ce qui nous permettra du coup de sélectionner les questions qui ont le plus d'intérêt pour vous en tant que participant. Voilà, je ne serai pas beaucoup plus long et je vais directement passer la parole à Grégory pour sa présentation. Merci beaucoup. Ah, on ne t'entend pas, Grégory, le micro. Voilà, merci Voilà. Jérôme. Je vais donc repartager mon écran et démarrer ce webinaire. Est-ce que c'est visible? Tout est bon, Jérôme? C'est parfait en tout cas ce qui me C'est parfait. concerne. OK. Donc, l'objectif de cette formation, c'est de vous expliquer, de vulgariser au maximum la base légale d'Amureba, qui a donc été validée le mois dernier, et de pouvoir vous donner des outils et répondre déjà à toute une série de questions qui nous ont été posées via les différents moyens de contact que nous avons mis à disposition. Donc la première chose, Amureba, je pense que tout le monde sait un peu ce que c'est, mais je vais quand même le rappeler. Le but de ce dispositif, c'est de soutenir des audits et des études de qualité qui portent sur l'efficience énergétique et sur les énergies renouvelables. Une des nouveautés d'Amureba par rapport à Amur, c'est qu'il y a une méthodologie
unifié qui est imposé pour l'ensemble des prestations. Et là, on parle aussi de prestations réalisées par des auditeurs labellisés. Le terme d'agrément ne sera plus utilisé dans ce dispositif. Donc, on parle bien de labellisation. Autre point très important, c'est un dispositif qui est tripartite. Excusez-moi, mais je vois qu'il y a des choses qui restent. Donc, dispositif tripartite, ça veut dire qu'il y a trois entités qui gravitent autour de chaque subvention, le bénéficiaire, le prestataire et l'administration. C'était déjà le cas dans les dispositifs précédents, mais la demande de subvention était ce qu'on appelle bipartite, donc c'est-à-dire uniquement entre le bénéficiaire et l'administration. Ici, le prestataire est vraiment une partie prenante dans la demande de subvention de son introduction jusqu'à sa liquidation. Alors, les objectifs de la réforme Amureba, je les rappelle, c'est la simplification pour tous les porteurs de projets. Aujourd'hui, pour les porteurs de projets privés, à terme pour les porteurs de projets publics aussi. Au niveau des démarches administratives, au niveau des rapports qui se voudront plus standardisés sans pour autant perdre de leur qualité, de leur pertinence, et dans le but d'accélérer les différentes démarches de concrétisation d'action. Le but aussi d'Amureba est de soutenir l'ensemble du cycle d'un projet, donc de la première idée jusqu'à la mise en service, d'adapter les différents financements des études sur base de l'expérience qu'on a de toutes les données qu'on a pu récolter précédemment, afin de proposer des montants et des plafonds qui sont plus adaptés à la réalité de terrain, et enfin de proposer un accompagnement des auditeurs plus important, d'être plus présent aux côtés des auditeurs par toute une série de moyens, par des formations, par la newsletter, qui, vous l'avez vu, est déjà assez prolifique ces dernières semaines, mais aussi dans le cadre des démarches de labellisation pour les rendre multidispositifs. Alors, Amureba, c'est pour qui? Donc, Amureba, c'est la contraction du dispositif Amur et du dispositif Ureba. Le dispositif Ureba n'est pas encore activé aujourd'hui dans Amureba. Il le sera, nous l'espérons, dès le début de la prochaine législature. Première étape, donc avril 2024, les bénéficiaires concernés sont les PME, les grandes entreprises et les entreprises en convention carbone, qui sous-entend qu'une entreprise en convention carbone, pour nous, c'est une entreprise, qu'elle soit PME ou GE, c'est la même traitement, la même subvention, la même manière de procéder. Donc, dans un deuxième temps, nous aurons les pouvoirs publics et les organismes non commerciaux qui ne sont pas encore activés aujourd'hui. Au niveau de l'aide à l'investissement, pas de changements fondamentaux, si ce n'est que l'aide à l'investissement qui était intégrée dans Amur, qui était une toute petite aide pour les PME, et pour certains types de PME, n'est plus là, et donc n'est plus proposée. Donc, il reste les aides UDE et les aides UREBA pour les bénéficiaires concernés. Alors, quels audits, quelles études sont proposées dans le dispositif? D'un point de vue global, la première nouvelle prestation qui est soutenue, c'est l'audit de potentiel énergétique. Et là, sans rentrer trop dans le détail, l'idée, c'est vraiment d'avoir une vue macro sur une zone, un espace, une parcelle territoriale qui peut être un quartier, un zoning, une entreprise assez étendue, des besoins, des ressources de cette entreprise en termes d'énergie. Et donc d'établir une première stratégie, je veux dire, d'utilisation au mieux des ressources. Se cachent derrière évidemment aussi toutes les notions de communauté d'énergie, qu'elles soient thermiques ou électriques, derrière ce type d'études. Ensuite, on va pouvoir accéder à un cycle composé de l'audit global, que je pense que tout le monde connaît ici, qui peut être complété par un audit partiel, dans le but de faire une étude de faisabilité, donc sur une piste clairement identifiée au niveau de l'audit global ou de l'audit partiel. Ensuite, d'avoir la possibilité de subventionner l'assistance à maîtrise d'ouvrage, qui reprend des actions comme le suivi de chantier, l'accompagnement pour le choix des différentes entreprises, la rédaction des clauses techniques, des cahiers des charges, la participation à la mise en service et à la réception provisoire du projet. Et enfin, l'audit de suivi performantiel, dont l'objectif est évidemment de mesurer les performances du projet. Répond-il bien à ce qui avait été dimensionné au niveau de l'étude de faisabilité ou de l'audit global? Il y a
à côté de tout cela, l'audit de suivi annuel, dont l'objectif est de pouvoir réactualiser l'audit global. Il n'était avant ouvert qu'aux entreprises en accord de branche, ici en convention carbone. L'audit de suivi annuel est maintenant accessible à tout le monde, que l'on soit PME, que l'on soit grande entreprise. L'objectif est vraiment de pouvoir actualiser de manière moins lourde son audit global. Comme vous pouvez le voir sur ce slide, l'audit global est maintenant un prérequis. Aucune autre subvention du cycle des 5 n'est accessible sans un audit global préalable. Mais cet audit global n'est pas nécessaire dans deux exceptions, dans le cas d'une étude de faisabilité pour un réseau d'énergie thermique et dans le cas d'une étude de faisabilité pour la valorisation de chaleur fatale. Alors, il y a moyen, évidemment, de passer de l'audit global directement à l'étude de faisabilité. L'audit partiel est un complément, il n'est pas obligatoire. Et il est possible de faire un audit de suivi performantiel à partir d'une étude de faisabilité directement aussi. Le prérequis de l'audit de suivi performantiel, c'est d'avoir défini des performances qui sont mesurables et objectivables lors de cette étude. Pour les organismes représentatifs, les subventions sont équivalentes à celles qu'il y avait au niveau des accords de branche. Et donc, c'est l'encadrement et le suivi d'une convention carbone cette fois-ci et des actions menées pour améliorer l'efficacité énergétique d'un secteur. Alors, petite différence quand même par rapport au passé, la subvention améliorer l'efficacité énergétique d'un secteur peut être proposée par toute fédération, par tout organisme qui encourage et qui souhaite promouvoir au sein de son secteur l'efficacité énergétique. Maintenant, pour cette subvention, ce n'était pas le cas avant, la participation d'un auditeur labellisé est obligatoire aussi. Alors, comment est-ce qu'on introduit sa demande? Dans le précédent système, les PME allaient dans chaque entreprise, les grandes entreprises n'avaient accès à rien si elles n'étaient pas en accord de branche, et les entreprises en accord de branche devaient transiter par mon espace. Ce système a été modifié. À partir du mois d'avril de cette année, les PME sont toujours dans chaque entreprise. Par contre, les grandes entreprises et les entreprises de manière générale en convention carbone passent par un nouveau site qui s'appelle les chèques énergie. Fin 2024, nous pourrons probablement regrouper les PME aussi dans chèque énergie afin d'avoir une seule interface pour tout le monde. Alors, quelles sont les étapes pour l'introduction d'une demande? D'abord, au niveau du bénéficiaire, identifier son besoin, trouver un prestataire sur base de la liste qui est sur le site chèqueenergie.be. Alors, pour prévenir de toute question, cette liste n'est actuellement pas à jour, pas complète. Elle le sera très bientôt. Ensuite, une fois que le devis a été signé, qu'il y a eu accord entre le bénéficiaire et le prestataire de l'étude, le prestataire introduit la demande sur la plateforme. L'administration a ensuite 7 jours pour valider ou rendre irrecevable la demande. Une fois que ça a été validé, il y a paiement de la quote-part par le bénéficiaire. La quote-part, c'est ce qui permet de compléter les 100% de la subvention, du montant éligible et qui est à payer par le bénéficiaire. Donc, par exemple, sur une subvention de 10 000 euros, montant éligible de 10 000 euros, eh bien, pour une PME, par exemple, ce serait 2 500 à charge du bénéficiaire, 7 500 de subventions prises par l'administration. Et cette quote-part est à verser directement sur un compte du SPOE et sera conservée par nos soins jusqu'à la fin de la prestation. Le bénéficiaire a 30 jours pour payer sa quote-part. S'il ne le fait pas, automatiquement, le dossier est déclassé. Ensuite, il y a une durée de 1 ou 2 ans pour réaliser les prestations qui ont donc été validées par l'administration. Une fois que tout est terminé, que le client a validé les documents, le prestataire peut les mettre sur la plateforme et demander la liquidation de la subvention. Première étape, il charge les documents sur la plateforme. Le dossier est envoyé vers le bénéficiaire qui, à son tour, doit bien confirmer que les documents ajoutés par le prestataire sont bien ceux qu'il a validés, que la facture est bien celle qu'il a acceptée. Et sur cette base-là, l'administration vérifie dans un délai de 30 jours les différents documents. S'il y a des questions, à ce moment-là, au travers de la plateforme, des échanges auront lieu entre l'administration et le prestataire. Il n'y a pas d'échange par mail, tout se passe au sein de la plateforme pour garder la même traçabilité. Et si tout est en ordre, l'administration paye dans les 15 jours au prestataire le montant de la quote-part et le montant de la subvention. Alors,
Ça paraît un peu confus. Qui paye quoi au final dans ce dispositif? Alors, le prestataire a un devis, a une facture qui va être en partie payée par le chèque énergie, une fois que la prestation aura été validée par l'administration. Une autre partie n'est pas prise en charge par le chèque énergie. Qu'est-ce qui n'est pas pris en charge? C'est tout montant qui dépasserait le plafond de la subvention, tout montant, tout montant de TVA, car les subventions sont toujours hors TVA, et toute prestation qui serait non éligible. Comme par exemple, on fait l'analyse d'un bâtiment qui comporte une partie entreprise et une partie logement. L'auditeur peut tout à fait faire l'audit de l'ensemble du bâtiment, mais la subvention sera limitée exclusivement à la partie professionnelle du bâtiment. Et dans le chèque énergie, et donc cette partie non couverte par le chèque énergie, voilà, peut être facturée, peut être demandée par le prestataire à n'importe quel moment. Il n'y a pas voilà, de contrainte de ce côté-là. C'est une question d'accord. Dans le chèque énergie, avant le démarrage de la prestation, nous allons donc demander le paiement d'une quote-part au bénéficiaire, qui sera donc de 25% du montant éligible pour une PME, 40% pour les grandes entreprises ou les entreprises en convention carbone, et pour les organismes représentatifs de 0%. Donc pas de quote-part de ce côté-là. Il n'y a pas de facture de la quote-part. Donc ça, c'est quelque chose que je vous demande en tant qu'auditeur de bien dire à vos clients. Nous avons énormément de bénéficiaires de la subvention qui nous contactent directement pour nous réclamer une facture. Il n'y en a pas. Les raisons sont expliquées dans les FAQ du site, et donc je vous invite peut-être à les parcourir pour obtenir des informations complémentaires à ce sujet. Et enfin, après validation de la prestation, bah, il y a la subvention du SPW qui est de 75, 60 ou 100%, donc le complément de la quote-part qui est versé dans le chèque énergie. Alors, les interventions maximum par prestation, je ne vais pas m'attarder à lire l'ensemble de ce slide, vous retrouverez ces informations sur notre site plus en détail. Ce qui est important, c'est que pour la plupart des prestations, on a quand même assez fortement relevé le plafond. En tout cas pour les PME. Et dans le cadre des conventions carbone, on a défini un plafond, un montant plafond sur base de l'ensemble des demandes qu'on a reçues ces 4 dernières années pour voilà, trouver un montant qui était le plus cohérent avec la réalité de terrain. Alors, quelques exceptions et des exclusions. Une étude de faisabilité sur la compétence énergie thermique, donc tout ce qui considère la pompe à chaleur, combustion biomasse, solaire, thermique ou autre, peut être subventionnée jusqu'à 20 000 euros. Donc, je reviens un peu en arrière. Une étude de faisabilité, c'est 5 000 euros pour une PME, 15 000 euros pour une grande entreprise hors convention carbone. Et donc, pour ces deux bénéficiaires-là, le plafond peut être augmenté jusqu'à 20 000 euros. Pour la chaleur fatale ou les réseaux d'énergie thermique, de nouveau, il est possible d'obtenir jusqu'à 45 000 euros de demande de subvention. Quand vous verrez sur la plateforme, il existe donc en fait 3 chèques études de faisabilité, le standard classique, et un pour la compétence énergie thermique et un pour spécifique à la chaleur fatale ou au réseau d'énergie thermique. Donc il faut choisir le bon chèque au moment où vous faites la demande de subvention. Idem pour les études, les audits pardon, de suivi performantiel sur les biométhanisations. Le plafond a été aussi remonté afin de permettre une analyse complète, en ce compris de la biologie de l'installation, et ne pas donc juste faire une analyse sur l'équipement technique de combustion du gaz qui est produit. Dans le cadre d'une étude relative à une source d'énergie fossile ou qui augmenterait la consommation d'énergie fossile, ou si la rentabilité de la piste qui souhaiterait être étudiée est inférieure à 3 ans, l'étude de faisabilité ne sera pas accordée. En cas de doute, n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse soit par ticket, vous verrez un peu plus tard les différents moyens de nous contacter, soit par mail, afin qu'on puisse déterminer l'éligibilité ou non du dossier si vous avez, voilà, si vous avez un doute. Les taux d'intervention, comme je les ai dit, 75 pour les PME, 60 pour les GE. Entreprise en convention carbone, qu'on soit PME ou grande entreprise, c'est le même taux, c'est 60%. Et les organismes représentatifs, c'est 100%, comme c'était le cas précédemment. Alors, combien de prestations on peut demander voilà, de ces études? Est-ce qu'il y a un plafond? Est-ce qu'il y a un maximum? On travaille par cycle de 4 ans. Avec une fois par cycle de 4 ans un audit global. C'est en fait la prestation de cet audit global qui définit la date de démarrage du cycle. L'audit de potentiel énergétique une fois tous les 4 ans aussi. 3 fois sur le cycle,
un audit de suivi annuel pour pouvoir mettre à jour l'audit global, et 4 fois sur le cycle, audit partiel, enfin bref, toutes les autres études, ce qui devrait normalement permettre de mener 4 projets complets de front sur un cycle de 4 ans, ce qui est déjà assez ambitieux, je pense, pour la plupart des porteurs de projets. La méthodologie Amureba, elle est imposée, elle est obligatoire dans ce dispositif. Les rapports qui nous seront soumis, qui devront être validés par nos soins, devront respecter cette méthodologie. Alors, soyons clairs, cette méthodologie, nous avons essayé qu'elle soit la moins lourde à appliquer possible, et elle est accompagnée de toute une série d'outils, tels que la matrice de consommation, tels que des templates pour la rédaction de vos rapports, qui sont à respecter et qui vont permettre d'harmoniser la structure de tous ces éléments. On en reparlera un petit peu après. C'est une méthodologie qu'on a voulu à tiroir. Soyons clairs, aujourd'hui, tous les tiroirs ne sont pas encore présents dans le meuble. Il en reste certains que nous devrons élaborer, compléter en fonction des différents besoins qui nous seront remontés, hein. On pense notamment aujourd'hui, plus particulièrement à une partie méthodologique plus liée au bâtiment en tant que tel. Certainement d'autres besoins apparaîtront à court terme. Et un autre élément qui est quand même assez important, c'est que tous vos rapports, l'ensemble des données qui sont fournies dans les rapports, euh, peuvent être utilisés par l'administration dans le but de générer des analyses statistiques, des rapports. Alors évidemment, il y aura toujours un respect du RGPD. On n'ira jamais dévoiler des données process, des données très spécifiques à un bénéficiaire, à un site. Ce seront toujours des données agrégées. Mais l'objectif, c'est que grâce à votre travail, on puisse en fait réaliser de véritables cartes de progression et donc mettre des chiffres plus fiables sur les différentes progressions de la Wallonie vers sa décarbonation, vers l'amélioration de son efficience énergétique. L'idée est aussi évidemment de mettre à disposition des statistiques pour vous les auditeurs en fonction des besoins que vous pourrez y remonter et qui pourraient être des statistiques par exemple sur des montants par rapport à tel ou tel type d'investissement, par rapport à coût d'énergie dans tel secteur, par rapport à des performances de certains types de magasins ou certains types de bâtiments tertiaires. Bref, voilà, toute une série d'informations qui, je pense, seraient très utiles au plus grand nombre. Comme je le disais donc, la méthodologie Amureba, elle est vraiment, notre souhait, c'est qu'elle soit évolutive et surtout, nous souhaitons qu'elle soit participative. Et donc, nous attendons vraiment des auditeurs un feedback constructif sur cette méthodologie, sur ce qu'il manque, sur ce qui est potentiellement trop contraignant, afin qu'on puisse la faire évoluer. Alors évidemment, on ne la fera pas changer tous les mois, mais voilà, notre souhait est que ce soit une méthodologie vivante qui corresponde aux besoins du terrain. Le rapport composé de 4 parties, je ne vais pas m'attarder ici dessus, un résumé exécutif, des informations de contexte, des informations d'analyse et des annexes qui vont reprendre des hypothèses de calcul, des détails de pistes et autres. Et donc l'objectif des rapports est de vraiment faciliter au maximum la prise de connaissances par les personnes en place et en position de prendre des décisions, et donc qu'ils puissent le plus facilement possible prendre connaissance des informations et prendre au final les bonnes décisions. Alors, à Mureba, évidemment, on a souhaité que ce soit un dispositif en lien avec d'autres dispositifs de la Wallonie, qu'on soit le plus transversal possible. Je vous parlais notamment des données exploitées dans le cadre de différents rapports et des bilans énergétiques de la Wallonie. Dans le cadre des audits obligatoires pour les grandes entreprises, tout ce qui était en lien avec les législations AMUR, évidemment remplacé par AMUREBA. Donc, pour faire un audit de grande entreprise obligatoire, il faut maintenant être auditeur AMUREBA, respecter la méthodologie AMUREBA et tout ce qui est en lien avec cette nouvelle législation. La réforme des aides UDE, qui en est à sa 3e lecture et qui, je l'espère, sera définitivement active début 2025, imposera avant toute demande d'aide à l'investissement que l'investissement en question ait été analysé au sein d'un audit global ou d'une étude de faisabilité à Mureba. Et de même, pour la liquidation des subventions d'aide à l'investissement, un audit de suivi performantiel lié à cet investissement sera demandé pour valider que les performances sont bien atteintes avant liquidation de la subvention. Dans le cadre de l'AGW énergie thermique, il est question d'études d'opportunité territoriale
à déposer lors de permis dans certaines conditions. Ces études peuvent tout à fait être alimentées par les analyses, certes a priori plus fines, issues d'audits de potentiel énergétique ou d'études de faisabilité. Dans le cadre de la géodurabilité, le comité transversal de la biomasse demande une étude de valorisation de la chaleur pour pouvoir remettre son avis. Cette étude correspond tout à fait à la définition d'étude de faisabilité au niveau AMUREBA. Évidemment, la GOE sur les conventions carbone, évidemment en relation étroite avec AMUREBA. Alors, du point de vue des auditeurs, pour pouvoir prester dans le cadre de ce dispositif, il faut être labellisé. Alors, la labellisation, c'est constitué de deux choses. La première, c'est l'entreprise, donc la structure juridique qui héberge les prestations de l'auditeur doit être reconnue dans notre cas, dans la thématique énergie. Et l'auditeur doit avoir une validation des compétences et c'est l'ensemble des deux, d'un prestataire reconnu et d'un auditeur validé, qui forment la labellisation. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de connaître, d'avoir une reconnaissance du prestataire? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, comme nous allons payer la subvention directement au prestataire, il est important que nous ayons toutes les informations comptables de cette entreprise et que nous nous assurions aussi qu'elle soit en ordre par rapport à ces différentes obligations fiscales vers l'administration. Donc voilà un petit peu pour le schéma d'ensemble. Les conditions de labellisation, le schéma qui est là, vous le retrouverez assez facilement sur notre site. Ce qui est important de savoir, c'est que normalement, tout auditeur qui disposait d'un agrément AMUR a aujourd'hui été basculé vers les nouvelles compétences AMUR-EBA. S'il en reste parmi vous pour lesquels il y aurait une incohérence ou quelque chose qui ne serait pas clair, surtout n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse adapter les choses au plus vite. Et donc, au-delà de ça, pour le futur, ce qu'il faut retenir, c'est que quelqu'un qui n'a jamais été agréé AMUR, jamais labellisé par nos services, commence immédiatement, enfin, peut commencer sans apporter de preuves, je veux dire, de sa compétence pour une année temporaire. Il doit cependant respecter les critères de diplôme et d'expérience qui sont requis dans la base légale. La formation AMUR-EBA donnée par Jean Benoît est obligatoire. Elle doit être suivie soit avant la demande de labellisation, ce qui est préférable, mais si ça n'est pas le cas, elle peut être suivie dans l'année qui suit une demande d'une première labellisation. Pour les auditeurs qui avaient un agrément AMUR, et donc on a transposé vers AMUR-EBA, vous avez jusqu'au 1er avril 2025 pour suivre cette formation. Au-delà de cette date, les agréments seront irrémédiablement révoqués. Donc voilà, sachez-le. La labellisation, une fois la labellisation temporaire d'un an écoulée, elle peut être prolongée par période de 5 ans. Et à chaque période de 5 ans, on vous demandera évidemment de resuivre une journée de formation qui sera de nouveau valide 5 ans. Et donc, ça va être une première formation de 3 jours et ensuite, tous les 5 ans, un jour de formation complémentaire. Parce que, comme je le disais, nous espérons que ce dispositif et la méthodologie va évoluer. Et donc, il y aura toujours des choses à expliquer et de nouveautés, nous l'espérons, dans le dispositif. Un élément essentiel pour nous, évidemment, c'est l'objectivité et la neutralité des auditeurs. En tant qu'auditeur, vous ne pouvez pas vendre de solutions commerciales, de solutions techniques en lien avec les audits et les études que vous prestez pour vos bénéficiaires. C'est très important. L'agrément peut être perdu en cas de fraude sur ce sujet-là. Et des pénalités peuvent aussi être imposées. Donc, soyez prudents sur ces aspects. Alors, les compétences des auditeurs, deux familles de compétences, les généralistes et les spécialistes. Au niveau des généralistes, on va retrouver le généraliste interne, tertiaire ou industrie. Les généralistes tertiaires et généralistes industrie ont accès au chèque de l'audit global. Tous les généralistes peuvent faire les audits de suivi annuels et le généraliste interne ou industrie peut suivre, peut valider les prestations d'encadrement des conventions carbone pour un organisme représentatif. Le généraliste tertiaire a en plus accès à l'audit partiel bâtiment, qui est une compétence voilà, un petit peu à part. Dans les spécialistes, on va retrouver spécialiste énergie thermique, spécialiste en électricité renouvelable, et puis éclairage, froid, utilities et cogénération.
Et toutes ces compétences de spécialiste donnent accès à l'audit partiel, l'étude de faisabilité, l'assistance à maîtrise d'ouvrage et l'audit de suivi performantiel. Un auditeur qui disposerait soit de la compétence de généraliste industrie, soit en combinaison des compétences d'énergie thermique, électricité, serre, pourrait réaliser l'audit de potentiel énergétique. Alors, il est maximum possible d'avoir 3 compétences sous le régime de la labellisation temporaire. Il est par contre tout à fait possible de collaborer au sein d'un même chèque. Donc précédemment, par exemple, une étude de faisabilité était colorée, étude de faisabilité, je ne sais pas moi, photovoltaïque. Maintenant, vous pouvez tout à fait imaginer une étude de faisabilité qui soit multidisciplinaire et donc de renseigner plusieurs compétences pour un même projet et donc au-delà de ça, renseigner plusieurs auditeurs qui à ce moment-là peuvent rassembler leurs compétences pour accéder à une subvention. Typiquement, ici, le cas de l'audit de potentiel énergétique, un auditeur qui a la compétence énergie thermique qui s'associe à un auditeur qui a la compétence électricité renouvelable serre a accès à la compétence d'audit de potentiel énergétique, chose qu'ils n'auraient pas séparée. En se mettant ensemble, ils y ont accès. Alors, les subventions pour les conventions carbone. Alors, les entreprises en convention carbone, par défaut, elles n'ont pas accès à ces subventions-là, vu qu'il s'agit de PME et de grandes entreprises. Donc, elles ont accès aux subventions standards pour les PME ou les grandes entreprises en fonction de la typologie à laquelle elles correspondent. Pour pouvoir bénéficier des subventions carbone, il va falloir faire une demande en fait à l'administration, soit via un ticket de support, via par mail aussi, mais bon, préférons par ticket de support, en mentionnant bien le site qui est concerné par la convention et en nous fournissant une preuve d'appartenance à cette convention carbone. Sur base de ces documents-là, nous pourrons paramétrer dans la plateforme le fait que l'entreprise appartient bien à cette catégorie. Elle aura dès lors plus accès aux subventions standards, elle n'aura plus accès qu'aux subventions des conventions carbone. Alors la première étape, évidemment, pour toutes les entreprises en convention carbone, ça va être de créer le profil sur la plateforme en faisant bien attention au moment de la création du profil de l'entreprise, de choisir la plateforme chèque énergie et pas chèque entreprise. Parce que les conventions carbone et les subventions conventions carbone sont liées vraiment au dispositif chèque énergie et pas au dispositif chèque entreprise, qui est le pendant, mais sur d'autres thématiques. Deuxième étape, donc demander l'activation à l'administration sur les conventions carbone. Alors, toutes les entreprises qui seront déjà enregistrées sur la plateforme au moment de la signature des conventions, l'administration prendra en charge de automatiquement activer cette option pour elles. Si jamais ça n'est pas le cas, ben voilà, n'hésitez pas à nous renvoyer un mail ou une demande via un ticket de support pour qu'on corrige le tir. Alors, pour les prestations des auditeurs généralistes internes, je rappelle, on est dans un dispositif tripartite. Dans le cas de l'auditeur interne, et c'est ça qui fait sa particularité, en fait, le tripartite devient une sorte de bipartite, dans le sens où bénéficiaires et prestataires sont la même entité. Et donc, pour pouvoir gérer ça dans le dispositif tel que, voilà, auquel nous avons accès, euh, il faut que le bénéficiaire soit au final un prestataire. Et donc, il se fasse reconnaître dans la thématique énergie comme n'importe quelle autre entreprise qui souhaiterait bénéficier de subventions en tant que prestataire sur la plateforme. La différence, c'est que ces entreprises-là n'apparaîtront pas dans la liste des auditeurs renseignés sur le site Énergie, vu qu'elles n'ont la capacité de faire un audit que pour elles-mêmes. Alors, cette compétence pour un auditeur, elle n'est pas exclusive. Donc, un auditeur peut très bien être généraliste interne ou généraliste industrie pour l'une ou l'autre entreprise. Par contre, il ne peut l'exercer s'il exerce sa compétence de généraliste interne au sein de l'entreprise. Il ne peut exercer, pardon, que la compétence de généraliste interne au sein de l'entreprise à laquelle il appartient. Et donc, ça, c'est une des conséquences. Le généraliste interne ne peut faire que deux types de prestations, les audits de suivi annuels ou l'encadrement des conventions au carbone. Et pour les organismes représentatifs, en fait, c'est la même chose. Première étape, créer l'organisme représentatif sur chaque énergie en tant qu'entreprise, comme n'importe quelle autre entreprise. Intégrer tous les contacts nécessaires au niveau contact d'autorité et contact de référence. Demander la reconnaissance de l'entreprise dans la thématique énergie. Et enfin, ajouter un contact expert ou auditeur à l'organisme. Auditeur qui peut être soit un généraliste interne et donc interne à l'organisme représentatif, soit un généraliste interne qui peut
voilà, être tout à fait dans d'autres entreprises, dans d'autres sociétés, et exercer voilà, son métier d'auditeur. L'auditeur ici ne doit pas être la personne qui fait l'ensemble des rapports et des prestations d'encadrement. Par contre, il devient de facto le garant de la qualité des rapports et des informations qui nous sont fournis. Ça devient sa responsabilité en tant qu'auditeur que l'ensemble ait été validé, contrôlé et vérifié. Alors, un petit rétroplanning convention carbone. Je vais peut-être laisser parler Valérie sur ce slide-là. Valérie, Oui, oui, je suis là. Vous m'entendez? là. Est-ce que vous m'entendez? Moi, je t'entends. Pas de souci, vas-y. Parfaitement, Ok, Valérie. on va poser que tout le monde m'entend alors. Donc, dans les dernières informations à notre disposition à ce stade, les conventions carbone, les premières candidatures devraient être officialisées et finalisées pour le tournant entre la fin de ce mois et le début du mois prochain, ce qui signifie donc que le T0 tant attendu serait, on va dire, au 1er juin. Donc, constitution et signature au 1er juin. Contractuellement, les participants doivent intégrer leurs objectifs en et en l'année, ce qui veut dire qu'il devra y avoir un avenant pour le mois de juin 2025. Là, je suis partie tout à droite du slide. Ça devra être finalisé au niveau de la fixation des objectifs individuels et leurs conséquences collectives pour le mois de juin 2025. Comme c'est un avenant, une révision, il y a un mois de consultation. Donc, quand on fait le rétroplanning, étant donné qu'il faut que les communautés puissent agréger ce qu'elles reçoivent de leurs membres, il faut idéalement que tout soit validé au niveau individuel pour le mois d'avril 2025. On a un peu plus de 250 unités d'établissement qui participent dans la liste des candidats qui vont rentrer dans la première étape des conventions carbone. Ce qui veut dire qu'il y a 250 audits globaux potentiels à finaliser pour les auditeurs, mais à analyser pour les experts et l'administration. On essaye de se répartir le temps disponible à cet endroit-là. Et donc, a priori, il faudrait que les rapports individuels soient chargés sur la plateforme au plus tard pour le mois de janvier 2025. Il est clair que j'ai représenté le travail en séquentiel ici. C'est la façon de le représenter la plus raisonnable. Il pourra y avoir éventuellement un petit recouvrement, mais pas sur l'intégralité des dossiers, entre les 3 mois d'analyse et les 6 mois pour la réalisation. Donc, voilà le rétroplanning tel qu'on le voit aujourd'hui. Je rends la parole à Greg pour la suite. Merci Valérie. Alors, de quoi vais-je encore vous parler? Voilà, c'est quasi fini en fait. Donc, vous avez une question, quelque chose, voilà, vous ne trouvez pas réponse au niveau de notre site web. Vers qui vous tournez? Premier point, c'est les facs. Donc, il y a une fac sur le site des chèques énergie que nous sommes en train de compléter avec les informations utiles de la fac générale des chèques entreprises. Donc, ça veut dire que d'ici peu, vous retrouverez tout au niveau des chèques énergie. Mais à ce stade, encore aujourd'hui, il est préférable de consulter les deux facs. Sur le site Chèque Énergie, c'est vraiment très spécifique aux subventions énergie. Les questions plus liées à la facturation, à des éléments de labellisation, enfin bref, au fonctionnement en tant que tel, vous se retrouvez encore aujourd'hui plus sur le site des chèques entreprises. Si vous ne trouvez pas réponse à votre question au niveau des facs, la première ligne, c'est le facilitateur énergie durable, qui est vraiment là pour répondre à la grande majorité des questions, en tout cas la grande majorité des questions méthodologiques, tout ce qui concerne des questions générales sur les différentes démarches de demande de subvention ou de labellisation, et tout ce qui concerne les formations à Mureba, quand, quelle accessibilité, quelle disponibilité. Comme vous l'avez vu, on travaille en étroite collaboration, et donc c'est vraiment la première ligne à interpeller, qui d'office, de toute façon, revient vers nous s'il y a nécessité d'un complément d'information. La deuxième ligne, je vais dire, ce sont les tickets de support sur le site des chèques énergie. Donc ici, dans la présentation qui sera partagée, vous voyez, le titre est en bleu, c'est un lien qui vous permet d'aller donc, sur le site des chèques
directement dans la section contact et de créer un ticket de demande de support. Alors, pourquoi passer par un ticket plutôt que par un simple mail? Tout simplement parce qu'avec ce système de ticketing, ça donne accès, votre demande est accessible par l'ensemble des membres de l'équipe Amureba, mais aussi par le service informatique. Et donc pour nous, si le problème est un problème informatique sur lequel nous n'avons pas de prise, il nous est beaucoup plus simple, il est beaucoup plus rapidement pris en charge de transférer votre demande vers le service IT directement par ce biais-là. Et donc, in fine, on est quand même tous beaucoup plus efficaces en passant par ce système. Alors évidemment, les adresses mail amur@spwwallonie.be et amureba@spwwallonie.be sont toujours actives. Vous pouvez toujours vous en servir, mais on vous demande, dans la mesure du possible, de limiter ces adresses à des questions spécifiques sur les dossiers Amur, donc, qui ont été introduits précédemment et qui sont encore en attente de finalisation, ou pour nous faire vraiment un feedback sur la méthodologie, sur les outils qu'on met à disposition, sur le dispositif en général, de telle manière à ce qu'on puisse continuer à le faire évoluer et à l'améliorer. Voilà, j'ai fini pour la présentation. C'est un petit peu plus long que prévu, vous m'en excuserez. Et donc, on va pouvoir, je suppose, passer à la partie questions-réponses. Pour la partie questions-réponses, Grégory, pendant que tu présentais, moi j'ai regardé ce qui apparaissait par écrit. Je vais suggérer à ceux qui ont éventuellement leurs mains levées de tout d'abord écrire leurs questions par écrit, histoire qu'on puisse essayer de regrouper et de rassembler les questions par thématique et de les prioriser. Et puis ne vous inquiétez pas, quand on abordera votre question, on vous rendra la parole, ou si vous considérez que vous n'avez pas la réponse, n'hésitez pas à ce moment-là à lever la main. Je rappelle aussi à ceux qui seraient arrivés en retard et qui n'ont peut-être pas eu accès à la conversation que l'on a postée à 14h05, qui demandait donc de mentionner les questions par écrit en spécifiant si c'est plutôt méthodologie, dispositif ou bien convention carbone, hein, et d'également soutenir les questions des autres si vos questions s'y regroupent pour nous permettre de les traiter toutes ensemble. Je vais donc te proposer une première question qui revient en fait 3 fois sous des formes un peu différentes. Grégory, c'est une question sur les bénéficiaires qui peuvent participer au processus, au dispositif Amureba, qui y ont accès. Et donc la question est, est-ce qu'une ASBL y a accès? Oui, non, dans quel cas? Est-ce qu'un indépendant pourrait y avoir accès? Est-ce que le secteur agricole est concerné? Je te donne la parole. Par rapport donc aux ASBL, si elles ne relèvent pas du dispositif Ureba, à ce moment-là, elles peuvent venir demander effectivement une subvention dans le dispositif Amureba. Donc la première chose à faire, s'assurer qu'on ne peut pas obtenir une subvention chez Ureba. Si ce n'est pas le cas, alors on peut venir côté Amureba. Au niveau des indépendants, il n'y a pas de frein en tant que tel, hein, vu que les critères pour obtenir une subvention sont de répondre à la définition d'entreprise de manière générale. Et donc, un indépendant peut tout à fait y avoir accès pour autant qu'il ait un numéro BCE. Ça ne posera pas de problème. Et la troisième question par rapport au secteur agricole, il n'y a effectivement aucune limitation de code NAS dans le dispositif Amureba. Et donc, toute entreprise peut venir demander des subventions. OK. Une autre question qui est posée, qui est spécifique aux communautés carbone et aux conventions carbone, mais qui, je crois, l'est pour toute entreprise. Dans le cas d'une entreprise avec plusieurs sites d'exploitation, combien d'audits globaux chacun de ces sites peut-il, enfin, combien d'audits globaux l'entreprise peut-elle réaliser? Alors, au niveau du dispositif Amureba, par rapport à ce qu'il y avait dans Amur, donc Amur était lié, c'était une subvention par numéro BCE, et c'était ça la limitation. Ici, dans Amureba, la subvention, le cycle entier de subvention est disponible pour chaque siège d'exploitation, pour chaque site renseigné au niveau de la BCE. Donc, si l'entreprise a 4 ou 5 sites sur la BCE, elle peut faire 4 ou 5 fois l'ensemble du cycle des audits et études qui sont proposés. Alors, petit bémol,
de court terme. Aujourd'hui, la plateforme ne nous permet pas encore d'activer ce multisite et donc certains sites risquent d'être bloqués s'ils veulent demander plus qu'un audit en même temps. Ça serait résolu dans les jours, ou pire dans les semaines à venir. Mais donc voilà, si vous avez ce problème-là, faites-en nous part et on essaiera ben voilà, de vous tenir informé de la résolution de ce petit problème. Alors, une autre question porte sur la possibilité de faire une étude de faisabilité sans avoir fait d'audit global. Et ça, je crois que tu avais répondu, mais je pense que ça vaut la peine de souligner Ouais, les nouvelles donc conditions. effectivement, l'audit global est vraiment la base de tout le dispositif. Sans audit global, on a uniquement accès en fait à l'audit de potentiel énergétique, donc l'audit macro. Mais l'audit global est nécessaire pour les études de faisabilité, pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage, l'audit de suivi de performance et les audits partiels et l'audit de suivi annuel. Donc c'est vraiment la base de tout. Il faut passer par là. Il faut commencer par là. Tu n'avais Euh, pas des exceptions pour des études de chaleur thermique? les réseaux d'énergie thermique, oui, les réseaux d'énergie thermique et valorisation de chaleur fatale, effectivement, il y a une exception à ce niveau-là. Tout à fait. Alors, une autre question. Quel timing pour l'accès des entreprises et des auditeurs à la plateforme? C'est accessible depuis 3 semaines maintenant, bon, avec des petits ajustements informatiques à faire de temps en temps, mais les subventions pour les PME sont accessibles donc depuis le 17 avril. Pour les grandes entreprises, ça sera ouvert a priori des signatures des conventions par le gouvernement wallon. Ok. Attends. Oui. Alors, on va rentrer dans des questions spécifiques convention carbone. Pour les Oui. rapports sectoriels des fédérations, devons-nous passer par un auditeur labellisé? Je te laisse répondre. Oui. Toute demande de subvention doit passer par un auditeur labellisé, qui devient à ce moment-là garant du contenu. Et donc, ça peut être un auditeur interne ou un auditeur externe, donc un généraliste industrie à ce moment-là. Mhm. Et attends, parce que je dois mettre à jour et je n'ai pas lu les dernières questions. Il y avait encore une question sur le lien entre le CSRD et l'audit qui est fait ici. Je crois que ce sont deux obligations différentes. Les rapports qui sont faits ici sont une pierre de base pour la réponse aux obligations de bonne gouvernance financière, donc les objectifs de développement durable et les obligations qui arrivent ou sont déjà là pour certaines entreprises. Ce n'est pas autoportant, il n'y aura pas de transfert automatique de l'un à l'autre, mais clairement, les rapports d'audit et le fait d'être dans un cycle d'audit avec définition d'objectifs et plan d'action sont quelque chose qui sont imposés par le CSRD et c'est un élément que vous pourrez favoriser dans vos rapportages. Alors, concernant les conventions carbone, sur base du rétro-planning, ça va laisser 4 mois aux entreprises pour faire les audits. Cela sera-t-il suffisant? Moi, j'ai l'impression d'avoir expliqué qu'il y avait 6 mois. On démarrera au mois de juin et il faut que ça soit rentré pour le mois de janvier. Ça fait un peu plus de 6 mois. On est quasiment à 7 mois. Donc, ce n'est pas 4 mois pour que les entreprises puissent faire ça. L'idée étant évidemment que dès qu'il y en a un qui est fini, on lance pour pouvoir avoir du recouvrement et ne pas avoir de bottleneck qui est coincé à ce niveau-là. Alors, il y a une question spécifique pour le dispositif. In fine, le prestataire fait bien une seule facture à l'attention et à l'attention du bénéficiaire, cela même si le montant est payé via le SPOE. Pouvez-vous confirmer? C'est tout à fait ça, oui. C'est la même chose que dans le dispositif des chèques entreprises. Une seule facture ou plusieurs faites par le prestataire, ça peu importe, mais elles sont toutes à destination du bénéficiaire. Et simplement, cette facture doit comporter une mention de texte spécifique dont le contenu est disponible sur les facs, qui reprend le numéro du chèque et le montant de la subvention donc, qui est payé par le SPW. Donc, une seule facture, effectivement.
Alors, concernant le dispositif Amureba, après l'octroi d'une labellisation temporaire, comment le nombre de crédits pour la conversion en une labellisation de 5 ans, donc comment est calculé, j'imagine, le nombre de crédits pour la conversion en une labellisation de 5 ans? Quels sont les documents? Le document soumis par l'auditeur est-il suivi? Ou l'auditeur peut-il suivre le nombre de crédits soumis sur la plateforme? Donc, comment est-ce qu'en fait l'auditeur sait lui-même où il se trouve au niveau des points nécessaires pour la reconduction, prolongation ou extension de sa labellisation? Alors, aujourd'hui, le seul moyen d'être au courant, c'est de simplement nous envoyer un mail. Et alors, on peut vous fournir les informations sur ce qui a été pris en compte et sur le nombre de points déjà existants. Après, une manière les plus simple, c'est de regarder le nombre de rapports soumis sur la plateforme des chèques énergie et qui ont été validés. Chacun de ces rapports vaut 4 points. Et pour les autres documents, nous garderons ici la trace au niveau du SPW jusqu'à la prochaine grosse mise à jour de la plateforme qui est prévue septembre de cette année, dans laquelle en fait il y aura de grosses modifications de la plateforme de labellisation, où en fait on ne fonctionnera plus avec un dossier à chaque demande de compétences, mais avec un dossier unique par auditeur, qui sera un dossier qui intégrera l'ensemble de ces éléments. Et donc tous les rapports qu'il aura fait, toutes les compétences qu'il aura demandées, à quel moment elles s'activent, elles se désactivent. Et ce dossier lié à un auditeur, en fait, ne sera jamais clôturé, sauf si l'auditeur nous dit, moi j'arrête de travailler dans ce domaine, ça ne m'intéresse plus, vous pouvez clôturer mon dossier. Tant que l'auditeur est actif, ce dossier reste ouvert. Il aura donc la capacité d'y rajouter des éléments au fur et à mesure des réalisations, que ce soit des certifications, des formations ou des rapports. Et un calculateur automatique sera présent dans la plateforme et permettra de savoir en permanence où vous en êtes. Sur base de ce calculateur, il sera prévu 3 mois avant la fin d'une labellisation, de vous envoyer automatiquement une notification vous demandant enfin en tout cas vous avertissant que la labellisation sera bientôt expirée et vous informant si vous avez le bon nombre de crédits ou pas. Et vous invitant, donc si vous avez le bon nombre, à simplement cliquer sur le fait que oui, vous voulez continuer, il n'y aura pas d'autres démarches à faire, ou à dire qu'il vous manque des crédits et donc à vous inviter à compléter votre dossier sur la plateforme. Donc, voilà, c'est encore une partie du process qui va grandement s'améliorer sur la suite de cette année. OK. Je vois également une question sur où trouver les informations sur le planning des formations. Alors là, je vais me permettre de répondre sur le site SPW et sur le site du formateur, donc de Pyrotech. L'autre chose aussi, c'est que le facilitateur énergie durable, dont Pyrotech est un des 2 représentants, a pour mission également d'accompagner et de communiquer et de diffuser de l'information vers les auditeurs. Ce qu'on est en train de faire ici, ça rentre tout à fait dans cette mission, c'est bien dans ce cadre-là. Et donc, vous recevez une newsletter et vous aurez à chaque fois l'information sur la planification des formations sous cette forme-là. Alors, une question sur le financement des audits, en fait. Étant donné que le financement, le paiement par le SPW se fait, grosso modo 60 jours au terme de l'audit. Ça, c'est en cumulant, j'imagine, les 30 jours de délai de rigueur maximum de chaque côté. Sur un audit qui lui-même peut prendre plusieurs mois, ça risque de faire un souci de financement. Y a-t-il dans le dispositif des solutions prises en compte en termes d'acompte? Là, malheureusement, le système ne prévoit pas d'acompte. Ce principe de souci de liquidité éventuelle pendant la phase de démarrage, c'est quelque chose qu'il faut gérer avec vos financiers, avec éventuellement le soutien en tant que garantie bancaire que Wallonie Entreprendre peut offrir pour les PME. Mais donc, il n'y a pas d'acompte, il n'y a pas de principe d'acompte et il n'y a pas de principe de financement intermédiaire dans le mécanisme en lui-même. Ouais. Peut-être pour compléter, si effectivement on s'aperçoit qu'au-delà
je veux dire, du pic d'audit à faire nécessaire pour l'entrée des conventions carbone. C'est un problème qui reste récurrent. Il est toujours possible, pas rapidement, mais il est toujours possible d'envisager une révision de la base légale lors de la prochaine législature, à ce moment-là, pour adapter ces aspects-là. Et voilà, en tout cas, on n'est pas fermé à la recherche de solutions, et ça fait déjà plusieurs mois qu'on en cherche. Et voilà, ce qu'on peut proposer aujourd'hui, c'est donc cette aide de Wallonie Entreprendre et à notre niveau de faire le monitoring de cet aspect-là pour voir si un changement législatif s'avère nécessaire. Mhm. Une question en lien avec l'obligation d'audit. Effectivement, pour une grande entreprise, on change de méthodologie et de cadre, et donc, pour être en ordre suivant la législation wallonne de 2016 en obligation d'audit, il faut bien respecter à partir du 1er avril 2024, il faut bien respecter la méthodologie Amureba. Et c'est bien la méthodologie d'audit global. Donc, une question spécifique sur le dispositif. Mon entreprise ne figure pas dans la liste des prestataires du site Chèque Énergie, alors que mon agrément est en ordre. C'est effectivement un souci au niveau compétitivité, mais là, je suppose, Greg, que le mieux, c'est de prendre contact avec toi pour régler le problème. Mais le problème est bien connu, il est remonté au niveau du service informatique et donc voilà, je ne suis malheureusement pas codeur, ni programmeur, ni rien de tout ça et donc voilà, je dépends d'un service externe qui doit corriger et qui m'a promis que c'était une question de jours. Alors voilà, je ne sais pas dire plus. Donc, une entreprise qui a reçu des aides suite aux inondations à Liège et dont celle-ci a l'obligation de réaliser un audit énergétique, j'imagine que c'est un audit obligatoire. Je ne vois pas le cadre dans lequel... mais donc, si l'audit énergétique est réalisé au-delà et le rapport soumis après le 1er avril 2024, en fait, en Wallonie, il n'y a plus que l'audit Amureba et la méthodologie Amureba, et c'est bien un audit global dans ce cas-là, donc je suppose que c'est ça la réponse. Et enfin, le bénéficiaire doit-il faire la demande de chèque avant le début des activités, tout comme un accord de branche, ou peut-il démarrer l'audit global avant? Alors là, c'est clair, net et précis, et c'est valable pour toute subvention envers une entreprise. On est dans le cadre des règles d'aide d'État, c'est valable partout. La demande et l'acceptation de la demande doit être faite avant le démarrage de l'audit. Tout à fait. Tout à fait. C'est une condition de base. C'est d'ailleurs pour ça qu'ici, le délai de rigueur de l'administration est de 7 jours pour valider les dossiers de demande. Donc, dans les 7 jours, vous êtes certain d'avoir la réponse, le dossier est accepté, oui ou non. Alors, sauf erreur de ma part... Ah non, il y en a un nouveau. Oups. Dispositif Amureba. Comment se comportent les dossiers d'audit sous législation AMUR en cours avant l'entrée en vigueur d'Amureba? Tout dossier qui est en cours et qui a été accepté dans AMUR, accepté, il faut qu'on ait été jusqu'à l'étape acceptation, continue sa vie dans la législation AMUR. C'est bien ça, Grégory? Oui, c'est ça, tout à fait. Oui. Donc, tous les dossiers qui ont été validés, donc ceux qui correspondent notamment sur mon espace au dossier avec un statut demande en attente de validation budgétaire, donc tous ces dossiers-là sont acceptés. Donc, de toute façon, enfin voilà, tous les dossiers qui ont été soumis sur la plateforme ont été traités ou sont en attente de validation budgétaire. Donc, si un des dossiers devait être refusé, il l'a déjà été maintenant. Et donc, voilà, on attend simplement les retours comptables, mais tous ces dossiers termineront sur leur vie dans la procédure AMUR telle qu'ils l'ont commencé. Et il y a bien une frontière législative au 1er avril 2024. C'est toute demande qui n'avait pas été acceptée avant le 1er avril 2024 doit maintenant être introduite dans Amureba et plus dans AMUR. Tout ce qui avait été accepté avant le 1er avril 2024 est dans la partie AMUR. Et il n'est plus possible aujourd'hui de subventionner des audits ADB. Soyons bien clairs, j'ai encore eu 3 demandes ce matin de personnes qui n'arrivaient pas à encoder leur formulaire sur mon espace. Il n'y a plus de subvention ADB. Il n'y en a plus.
Alors, une autre question qui, à mon avis, rejoint une petite remarque qu'un collectif d'entre vous ont fait parvenir au ministre et nous avait fait parvenir à nous aussi. Ressentez-vous une lacune d'offre à ce niveau versus la demande? Je crois très clairement qu'il y a un marché, un besoin de conseils de qualité si l'on veut décarboner. Donc, il y a de la demande, c'est clair. Je pense qu'on a essayé avec ce système-ci de faire en sorte qu'il y ait plus d'offres et d'offres de qualité. J'ose espérer qu'on arrivera à tenir ce que l'on doit tenir. Et je ne sais pas, Grégory, si tu as toi autre chose à ajouter sur ce point-là. C'est clair qu'on Non. va peut-être avoir une petite vague à assumer, mais elle est liée surtout au démarrage des conventions carbone et je crois qu'on peut y arriver. Mhm. Ouais. Alors, je vois ici une question. Subvention pour les investissements porte bien uniquement sur les systèmes de monitoring. Alors, de base, il n'y a pas de subvention spécifique pour des investissements, hein. Ce sont toujours ce qu'on autorise, c'est à hauteur de maximum 50% de la demande de subvention. Les autres 50% devront être les prestations de l'auditeur. C'est d'inclure du matériel de comptage énergétique nécessaire, essentiel à la réalisation de l'étude. Donc, on ne finance pas en tant que tel des études de comptabilité énergétique. On ne finance pas non plus le placement de monitoring énergétique, de comptabilité, système de rapatriement de données, de création de tableaux de bord. Tous ces éléments-là ne sont pas pris en compte dans les subventions. Ce qui peut être pris en compte, c'est la fourniture et le placement de compteurs pour objectiver des mesures nécessaires et essentielles à la réalisation de la prestation. Et donc, cette justification, évidemment, elle doit nous être fournie au moment de l'octroi afin qu'on puisse s'assurer voilà, de la bonne recevabilité, de la bonne éligibilité du matériel qui est demandé. Il y a déjà pas mal d'informations sur ces aspects-là dans la fac des chèques énergie. Je vous invite à peut-être la consulter et à nous revenir si c'est incomplet. Pour rester sur la date de fracture entre Amur et Amur-et-Bas, une question sur les audits grandes entreprises, donc l'obligation d'audit, qui auraient été commencées avant le 1er avril et qui ne sont pas encore finalisées. Là, clairement, il n'y a pas de factualisation au démarrage. Et donc, moi, je pense que ça vaut la peine de le regarder au moins avec un œil critique sur ce qui est en cours. Est-il fondamentalement différent de ce qui est dans la nouvelle méthodologie? Parce que normalement, comme ils arrivent a posteriori, ils vont être évalués sur les conditions à mur et bas. Et Ouais. donc, normalement, il n'y a pas vraiment de flexibilité à cet endroit-là. Mhm. Alors, je vois ici une question de Jérôme. Doit-on s'inscrire en tant que représentant de convention carbone sur le site Chèque Énergie? Oui, pour la demande de subvention à Mureba, je suppose, effectivement. Mais doit-on également s'inscrire pour être labellisé en tant qu'organisme représentatif? Donc oui, en tant qu'organisme représentatif, c'est pas une labellisation, c'est juste une reconnaissance qui est demandée. Donc d'avoir bien l'entreprise qui va demander la subvention d'encadrement des conventions carbone, de venir se faire reconnaître dans la thématique énergie et ensuite elle doit avoir dans ses contacts un lien vers un contact expert, appelé ainsi dans la plateforme, qui est en fait un auditeur soit interne, soit un auditeur externe. Et Euh, ceci rejoint une des questions qui était apparue au tout début, qui demandait doit-on avoir recours à quel type d'auditeur doit-on avoir recours pour faire le rapport sectoriel de la fédération? Et là, c'est bien le rôle des auditeurs internes à tout la à fait. fédération Tout à ou à fait. la communauté. Ouais. Alors, si un audit global a été réalisé par plusieurs auditeurs, valorisation de toutes les personnes pour la labellisation. Alors, effectivement, c'est bien ça l'idée, mais je veux dire dans une certaine mesure. Donc, imaginons un audit qui a été fait et qui porte un audit global avec un remplacement d'éclairage. Sur l'ensemble du plan d'audit, l'éclairage, on a proposé la solution de remplacer des anciens néons par du LED. Ça fait une demi-page. C'est pas suffisant pour pouvoir se servir de ce rapport
pour valoriser une compétence d'éclairage en labellisation. Donc, il faut quand même que le document, le rapport contienne suffisamment d'éléments pour nous permettre de valider qu'effectivement, il y a une maîtrise d'une compétence bien spécifique. En ce qui me concerne, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de nouvelles questions qui sont arrivées. D'accord. Donc, si certaines personnes ont les mains levées, mais je ne suis pas sûre d'en voir, on pourrait vous donner la parole. Marc, visiblement. On va donner la parole à Marc Tillemont si tu as une question spécifique. Attends. Choup. Marc, arrives-tu à parler? Je crois que tu peux prendre la parole. Normalement, ton micro est activé. Mais je ne t'entends pas. Zut, zut, zut. Ça risque de pas marcher si on ne sait pas. On va essayer avec Loïc Coutard qui demande également. On va voir si. J'ai entendu quelqu'un? Jérôme, tu n'arrives pas à activer leur micro? Mais ils doivent l'activer eux-mêmes. Nous, on donne Exactement. l'autorisation et c'est eux qui doivent l'activer, en fait. Ah voilà, moi j'ai pu activer. Loïc, Voilà. ça marche? Ok. À toi, Loïc. Oui, tout à l'heure, vous aviez dit que les ASBL qui n'avaient pas pu prétendre à Ureba pouvaient prétendre à, donc, à Mureba. Est-ce que c'est la même chose pour les fondations? En fait, ce qu'il faut, c'est répondre à la définition d'entreprise. Voilà, suivant le droit économique. Et à partir du moment où vous rentrez dans ces critères-là, le dispositif Amureba se veut le plus ouvert possible. Par contre, il ne peut pas être en concurrence avec d'autres dispositifs déjà existants. Donc c'est pour ça qu'il y a cette barrière, j'ai envie de dire, du fait que si ça dépend d'Ureba, c'est Ureba qui doit donner la subvention. Et pour le reste, pour autant qu'ils répondent à la définition d'entreprise, il n'y a a priori pas de barrière. Ok, merci. Ok. Marc, si tu actives ton micro, ça devrait marcher normalement cette fois-ci. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Ah oui. J'avais une question, enfin, je l'ai postée dans le chat, manifestement n'est pas passé. Est-ce qu'il sera prévu d'organiser des webinaires d'information pour les auditeurs généralistes internes, pour leur expliquer un petit peu la procédure pour pouvoir être labellisé? Et surtout, Oui. On peut prendre note de cette demande et voir comment l'organiser. Enfin, oui, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Après, il va falloir essayer de toucher un maximum d'entre eux. Là, c'est un autre débat. Parce que s'il y a un webinaire qui est enregistré, on peut aussi nous le diffuser. Mais en tout cas, je vois à mon avis pas mal de questions qui vont venir de la part des auditeurs internes aux entreprises sur la procédure, pour eux se faire introduire spécifiquement en tant que auditeur labellisé, généraliste interne. Ok. Oui, on peut tout à fait essayer soit de faire une petite procédure papier PDF qu'on pourrait fournir, spécifique pour ces bénéficiaires-là. Soit organiser un webinaire qu'on enregistre effectivement, voire même créer une capsule vidéo qu'on pourrait mettre à disposition avec les différentes étapes. Mais je prends note de la demande et on va essayer de formaliser ça dès que possible. Ok, donc ça répond à une des deux questions qui avaient été ajoutées et qu'on n'avait pas suivies dans les questions-réponses. Il y a Émilie qui nous demande si les slides seront partagés. On fait plus que partager les slides, Émilie. On a peut-être oublié de le mentionner au début, mais ce webinaire est enregistré, sera posté intégralement. Donc, je suppose que ceci répond à la question. Jean-Michel Bruyère avait renforcé la question sur l'attribution des points quand on est plusieurs à faire, plusieurs auditeurs à contribuer à un rapport. Donc, j'imagine que l'on a répondu. Et alors, tout à l'heure, peut-être pas, parce que j'entends dans sa phrase une question de répartition de points. Il n'y a pas de répartition de points. Si le rapport est accepté, les 4 points sont acquis, peu importe le nombre d'auditeurs qui ont travaillé derrière. Pour autant qu'ils aient une part significative, on ne va pas s'amuser à découper les 4 points en fonction de qui a fait quoi, en quelle quantité.
Donc, il n'y a pas de répartition. Vous avez les points pour ce rapport, vous ne les avez pas. Point. OK. Donc, du côté des mains levées, je ne pense plus voir de main. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaiterait prendre la parole? Eh bien, non. Je pense alors que l'on peut considérer que c'était clair, Grégory, ou qu'il faut un petit peu de temps Espérer. pour Il faut que ça décante. cogiter, digérer et revenir. Et c'est bien pour ça qu'on vous a laissé le dernier slide à l'écran pour vous rappeler qu'en fait, on essaye de rentrer dans une nouvelle plateforme avec une nouvelle procédure où l'on centraliserait toutes les questions sur la plateforme. Et qui permet également d'avoir recours aux facilitateurs pour soulager certaines questions. Et puis pour les questions vraiment très spécifiques et qui ne sont pas communicables par les autres voies, on vous laisse toujours le mail auquel vous pouvez nous joindre. J'ai cru comprendre qu'il y avait une nouvelle question. Donc, un audit global peut-il porter sur un ré commercial avec des logements aux étages? Je crois que Greg, là, la réponse, elle est connue. Oui, oui, donc effectivement, à ce moment-là, on va se retrouver sur un périmètre de l'audit, en fait, donc ce qu'on a défini comme étant l'entité, qui va être limité au ré commercial. Voilà, simplement. Vous pouvez tout à fait vendre un audit avec l'ensemble du bâtiment, mais la demande de subvention devrait être proportionnée à la partie de travail liée au ré commercial et pas au reste. J'espère que ça répond à la question. J'ai l'impression que ça touche à sa fin, du coup. Je pense. Si personne ne souhaite prendre la parole, je crois qu'on va pouvoir la rendre à Jérôme. Je me permettrai, merci Valérie, d'ajouter un tout petit point concernant un aspect de timing. Il serait éventuellement envisageable d'effectuer un prochain webinaire, cette fois-ci dédié aux conventions carbone, le 11 juillet 2024 prochain. Je souhaitais simplement voir si les différentes personnes qui seraient intéressées par cela pourrait éventuellement mettre un petit pouce sur le dernier commentaire dans le Q&A pour voir dans quelle mesure est-ce que cela peut vous convenir avant de vous déconnecter. Sinon, je n'ai rien d'autre à ajouter. Je vous remercie en tout cas pour votre participation et votre intérêt à ce webinaire. Ah, Monsieur Saucé a peut-être éventuellement encore une question. Voilà, normalement, si vous activez votre micro, vous devriez avoir la possibilité de vous faire entendre. Non, j'ai cru que je mettais un pouce, j'ai mis ma main, excusez-moi. Pas de souci. Voilà. Merci à tous aussi et à bientôt. Bon après-midi, merci. Bon après-midi. Tu n'arrêterais pas l'enregistrement, Jérôme?
C'est ce que je suis occupé à faire. Ok, de- je voyais encore défiler.